On dit que l'identité est la construction de soi qui nécessite le besoin des autres et la relation à l'autre. Et si la relation est néfaste, qu'est-ce qui se passe? Découvrez notre anonyme dans votre émission Face au miroir. Alors aujourd'hui, nous te recevons sur le plateau de Face au miroir où tu vas nous raconter une partie de ton histoire, une partie que tu as décidé de raconter aux yeux de tous, à visage caché mais avec une histoire qui est pleine de vie. Alors aujourd'hui, de quoi vas-tu nous parler? De mon histoire, c'est que j'ai grandi sans identité. Tu as grandi sans identité. Je t'en prie, tu as la parole. Par exemple, du fait que j'ai commencé à faire des choses qui ne me ressemblaient pas pour ressembler aux autres. Pour ressembler aux autres à qui? À la société. À la société. Qu'est-ce que la société te montrait? Qu'est-ce que tu voyais chez la société? Enfin, dans la société plutôt. Je voyais que pour s'affirmer, il fallait faire des choses qui ne me ressemblaient pas. Donc aller en boîte, fumer, traîner avec des personnes qui n'avaient pas les mêmes valeurs que moi. Et j'ai fait ça en croyant que je m'affirmais pour montrer que moi aussi j'étais quelqu'un sans dire ça comme ça alors que non, je me perdais. Tu te perdais, d'accord? Tu m'as dit que tu avais des mauvaises compagnies qui t'influençaient à faire certaines choses parce que tu ne te connaissais pas. Est-ce qu'à ce moment-là, tu étais consciente que tu ne savais pas qui tu étais finalement? Ou c'était juste une influence et tu le faisais? C'était juste une influence et je le faisais. Parce que je voulais me trouver cool aussi. Je voulais expérimenter d'autres expériences pour me dire que oui, moi aussi j'ai fait ça. Alors que c'est pas ça en fait qui est le plus important. Et c'est pas ça aussi qui va permettre de te connaître. Oui, ok, tu vas dire oui, je vais pas faire ça et tout. Mais en fait, tu peux aussi éviter de le faire. Tu as fait quoi qui n'était pas toi? Que tu penses qui n'était pas toi? J'ai fumé. J'ai fumé la cigarette, j'ai essayé des joints et fumé la chicha. À quel âge? C'était quand j'étais ado, donc il y a quelques années. À peu près, t'as pas une tranche d'âge à peu près? Donc 14, 15, plus haut? Oui, 17. À 17 ans. 17, ouais. Et quand tu le faisais, qu'est-ce que ça te procurait concrètement? Ça me procurait du plaisir. Genre j'étais contente parce que quand je mets le joint, je suis dans un autre monde, je veux dire ça, j'étais beaucoup plus détendue. J'ai oublié entre guillemets les problèmes de la vie. Je me sentais comme les autres, j'avais mes copines et tout. Et comme de base je suis quelqu'un, j'aime beaucoup d'amour, avec les effets secondaires du joint, j'avais vraiment beaucoup d'amour aux gens. J'allais vers les gens. Une fois j'ai été vers une fille qui soit pas est décédée. Je lui ai dit tu sais que ton papa il t'aime. Mais c'était super gênant parce que c'est pas les choses qu'on dit en fait. Tu vas pas comme ça dire à quelqu'un oui, tu sais que ton papa t'aime. Et donc après la fille elle a dit à une amie à moi oui, reprends ton ami. Parce que tu étais dans un état Voilà. Et qu'est-ce qui t'a fait arriver à ce niveau-là où, effectivement, c'est vrai qu'il y a le regard des autres, on veut peut-être ressembler aux autres pour se trouver, mais qu'est-ce qui t'a fait réellement arriver à ce genre de niveau? T'as de la famille? Oui. Tes deux parents, frères, sœurs? J'ai deux frères, deux grands frères, et mes parents aussi. Ok. Dans le cadre familial, t'as pas su trouver ton identité? Non. J'essayais, mais j'arrivais pas. Ma maman me donnait de l'amour, mais comme on n'avait pas le même langage de l'amour, je percevais pas cet amour en fait. Tu te sentais pas aimée? Ou tu ne ressentais pas son amour? En fait, je ressentais pas son amour. Je savais qu'elle m'aimait vu qu'une mère aime sa fille, mais je ressentais pas cet amour en fait. Je trouvais qu'elle était, on va dire, dure dans ses mots, alors que c'était juste sa manière d'être. Et c'était aussi pour me protéger et pour me faire ouvrir les yeux aussi que j'ai pas forcément besoin d'être, comment on dit ça, rattachée fortement aux gens pour me connaître. Dans le sens où c'est pas parce qu'on me dit Gwency a fait ça que je dois le faire. D'accord. Tandis que moi, en fait, on me disait oui, Gwency a fait ça, j'allais le faire. Et maman, elle voyait que c'était pas bien, quoi.
et que ça montre aux gens en fait que t'as pas de personnalité, tu fais tout ce qu'on te dit. Ouais, t'es influencé. Oui, voilà, c'est ça en fait. Et comment se fait-il que dans le cadre familial, tu n'as pas su trouver ton identité? Parce que généralement, notre première identité se construit par les parents, par les frères, par les sœurs. Tout simplement, ton origine, ton prénom, ton âge et tes traits de caractère. Ça se construit finalement premièrement dans le cercle familial. Comment se fait-il que là, tu n'as pas su te trouver en tant que ce que tu es avec ton identité? Je pense parce que je voyais que ma mère, ce que ma mère faisait, enfin ce que les autres mamans faisaient, ma mère ne le faisait pas. Par exemple, les autres mamans, elles vont aller faire du shopping avec leurs filles, mais oui, elles vont faire du shopping. Et moi, bon, mes parents sont pas riches, donc on a des revenus moyens. Et parfois, ma mère n'avait pas forcément beaucoup de sous pour aller faire tout le temps de shopping. Et qu'on faisait ça de temps en temps, mais c'était des bons moments. Et je trouvais que les autres mamans, elles étaient mieux. Ouais, c'était clairement ça, les autres mamans, elles étaient mieux. Donc j'avais plus considéré les autres mamans que ma propre mère. C'est fort ça, tu considérais plus les autres mamans que ta... Et comment ça se manifestait, ce manque de considération de ta mère? C'est-à-dire quoi, tu étais un peu rebelle, tu répondais à maman, enfin comment ça se passait? Ben, je répondais, j'étais pas d'accord quand elle me disait des choses. C'était souvent en confrontation. Oui, voilà. Alors que c'était pour mon bien au final. Et qu'elle faisait pas ça méchamment, jusqu'à... Enfin, pas qu'elle n'a pas de tact, mais elle est cash, quoi. Ouais. Mais elle faisait avec amour. Est-ce qu'être cash quand on est mère, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? C'est une bonne chose, mais c'est aussi bien d'écouter aussi ce que l'enfant il a à dire. Et de demander aussi à l'enfant comment il se sent. Tu ne te sentais pas écoutée? Non. Et comment tu le vivais alors? Ben, du coup, je le vivais assez mal. Je le vivais assez mal et tout parce que... Déjà que de base, j'avais pas confiance en moi, je me connaissais pas. À l'école aussi, ça allait pas. Donc, c'était vraiment de trop, quoi. C'était, ouais, je vivais mal. Mais je sais pas comment dire. Et t'en veux à maman pour ça? Non. D'avoir pas été à l'écoute, d'avoir pas peut-être pris attention à ce que tu es, tout simplement? Non, parce que je me dis, elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Et que c'était aussi à moi d'aller vers elle, parce que j'allais pas vers elle pour lui expliquer mon ressenti. Et aussi à moi de comprendre que un parent ne donne seulement ce qu'il reçoit. Dans la vie, nos parents jouent un grand rôle quant à la construction de notre identité. Souvent, plusieurs personnes souffrent de traumas liés à l'enfance, liés à l'environnement dans lequel ils ont évolué. Lorsque nous grandissons, nos premiers repères, nos premiers modèles sont nos parents et les membres de notre famille. Ensuite, l'éducation scolaire vient apporter également sa pierre à l'édifice. Ensuite, l'enseignement vient également apporter sa pierre à l'édifice. Et seulement après, les amis viennent également jouer un rôle quant à la construction de notre identité. C'est à ce moment-là, et plus souvent, lorsque nous passons l'adolescence, que nous commençons véritablement confronter nos valeurs. La crise d'adolescence existe. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas l'imagination, ça existe. Il s'agit en fait d'un moment que nous traversons tous lorsque nous passons de l'enfance à l'âge adulte. Durant ce moment, nous traversons ce que nous appelons une crise identitaire. Nous sommes en train de confronter la personne que nous sommes réellement, la personne que nous devons devenir, avec ce que la société veut que nous puissions être. Et donc, du coup, ma mère, dans sa jeune... enfin, quand elle était jeune et tout, elle n'a pas forcément eu beaucoup d'amour. Et donc, du coup, elle a essayé de le transmettre comme elle pouvait. Mais que pour moi, entre guillemets, c'était pas la bonne manière, alors qu'au final... La bonne manière, finalement, c'est quoi la bonne manière? Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Chacune, effectivement, l'extériorise à sa manière. Tu nous disais que dans ton parcours, ce manque d'identité t'a donc poussé à faire des choses que tu n'as pas vues dans un cercle safe, si je peux dire. Tu as vu ça plutôt à l'extérieur parce que tu voulais quelque part trouver ton identité chez les autres. Comment ça se passait concrètement? C'est en faisant la même chose que les autres que tu disais « Ah, c'est mon identité ». C'est parce que les autres confirmaient ou te confortaient dans une idée que tu disais « Ok, ça c'est moi ». Comment tu essaies de te trouver finalement dans
dans cette phase-là de ta vie? C'est en faisant les choses que j'ai commencé à me dire ah oui, bah moi aussi, alors je suis quelqu'un, moi aussi je me connais. En faisant comme les autres. Oui. Donc en n'étant pas toi-même. Ouais. Ça durait pendant combien de temps, ça? Tout ça dure pendant combien de temps, ça? Toute mon adolescence. Donc de la première secondaire jusqu'à la 6e. Tu étais qui? Jusqu'à la 7e. Qui étais-tu? Alors? J'étais moi, sans l'être. Et comment on fait quand on n'est pas soi-même pour être On se recherche. constamment? Ouais, constamment. Ouais, mais sauf que là, ça s'est dirigé vers les autres. Et du coup, tu as commencé à consommer des choses qu'il ne fallait pas. Donc, tu as parlé de cigarettes, de joints. Est-ce qu'il y a l'alcool? Enfin bref, explique-nous un peu comment ça se passait dans ta tête. Qu'est-ce que tu faisais concrètement pour être dans cet état qui te mettait peut-être en confiance finalement, où tu pensais te retrouver entre guillemets? Par exemple, j'ai travaillé des copines qui, elles vont fumer, mais qui ne vont pas m'inciter à fumer. Mais c'est de moi-même que je vais demander. Pourquoi? Parce que je vais me dire oui, moi aussi j'ai envie. En fait, c'est toujours ça. C'est oui, moi aussi j'ai envie. Et c'est pas grave, ça fera rien. Alors que si, il y a eu des conséquences. Parce que ça a fait qu'un jour, j'étais partie en boîte. Et j'avais fumé des joints, j'avais bu. Et il y avait un garçon qui m'a demandé de danser avec lui. T'avais quel âge? J'avais 18 ans, Michael. J'avais 18-19 ans. Et il m'a dit de danser avec lui, donc de monter sur les tables, là, mes petites tables en boîte. Enfin, mes petites tables en boîte. Et il m'a dit de monter dessus, on va danser. Et en fait, moi aussi, j'ai été et je me suis fait filmer. Et on m'a vu sur Snap. Et en fait, ce jour-là, j'ai testé que tu peux pas, déjà, tu peux pas faire ça et ça te ressemble pas. Et j'avais tellement peur, je me suis dit, imagine, mes frères ils voient, si mes frères ils voient, ça veut dire que, peut-être mes parents peuvent savoir. Et puis, c'est trop bizarre de voir ta sœur là coller à un garçon. Et dans un état Oui, séparé. voilà. En fait, tu menais quelque part une double vie finalement. Entre la maison et l'extérieur, tu n'étais pas du tout la même personne et tu trouvais ta place à l'extérieur. Oui, Mais dans un chemin qui n'était pas, comment dire? destiné. Ouais, qui n'était pas destiné. Et je me disais que je me sentais bien et tout en boîte. Mais je pense que c'est plus un réconfort en fait. C'est ça, tu te reconfortais de quelque chose. C'est quoi cette chose que tu te reconfortais de quoi finalement? Parce que ce manque d'identité, ok, il est là, il est ancré, c'est peut-être même la source, mais tu te reconfortais de quoi? Cette période est marquée par un bouleversement qui n'est pas uniquement psychique. Il s'agit également d'un bouleversement qui est physique. Effectivement, vous allez remarquer que les garçons commencent à avoir des poils. Vous allez remarquer que les filles commencent à développer leur poitrine. Les garçons changent également de voix. Il existe différents symptômes hormonaux qui entrent en compte et en jeu lors de cette période. Et donc, c'est une totale remise en question parce qu'on se voit encore comme un enfant qui jouait à la marelle, dans la cour de récréation. Nos parents faisaient tout pour nous et tout d'un coup, en fait, nos parents s'attendent à ce que nous devenions des adultes, que nous soyons capables de faire les choses de nous-mêmes. Et souvent, nous n'avons pas suffisamment de bagages pour réussir à le faire. Et c'est alors que les amis entrent en jeu. Soit nous choisissons des amis qui vont nous accompagner vers notre destinée, soit nous choisissons des amis qui vont nous éloigner de notre destinée. Je m'explique. Par exemple, ici, notre intervenante a dit qu'elle avait besoin que sa maman joue un rôle. Elle disait qu'elle voulait faire du shopping avec sa maman. Elle voyait ses amis faire du shopping avec leur maman. Peut-être que ça peut vous paraître banal, mais peut-être que pour elle, c'était le seul moment où elle aurait pu parler de ces changements qu'elle était en train de subir avec ses parents, avec sa maman. Vu que sa maman n'a pas su être attentive à ce moment-là, ou du moins peut-être n'a pas réalisé, parce que c'est possible, que les parents ne réalisent pas le changement, ce qui peut se passer, c'est que les amis peuvent venir influencer la vie d'une personne.
Et comme je l'ai dit, soit cette influence aura un impact négatif, soit cette influence aura un impact positif. Ici, notre intervenante, malheureusement, a eu des mauvaises influences qui, en fait, ont bouleversé, on va dire ça comme ça, ont bouleversé vraiment sa vie parce que comme elle ne savait pas qui elle était, ils lui ont imposé une identité. Alors, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il est important, mais vraiment important de savoir qui on est. L'applaudissement des gens, tu voulais que les gens... Oui, c'est ça, l'approbation des gens, me sentir bien, me sentir comme les autres vivent ma vie de jeune. En fait, c'est clairement ça, vivre ma vie de jeune et tout. Vu que les autres jeunes, ils vont en boîte, ils fument. En fait, être comme les Ouais, autres. être comme les autres. Ouais, être comme les autres. Et ça t'a emmené où finalement? À une perdition. Parce que quand je suis toute seule quand j'étais toute seule chez moi, j'étais triste. Ça m'a rien amené de bon. C'est pas que j'avais fait des connaissances de ouf et tout, non. Est-ce que tu t'étais plus perdue finalement Voilà, c'est plus... avec toi-même Voilà. dans ton parcours? Mhm. Et aujourd'hui, tu t'es trouvée? Oui. Tu t'es trouvée pleinement? Non, pas totalement. À moitié, mais je suis sur le chemin. C'est à quel moment que tu t'es dit stop? J'arrête cette vie qui me ressemble pas, pardon. J'arrête cette vie qui n'est pas moi. J'arrête d'être finalement quelqu'un d'autre. C'est à quel moment que le déclic est venu dans ta vie? Il est venu quand j'étais en 6e secondaire et que j'ai doublé. Enfin, que j'ai raté mon année et que je suis allée faire une 7e dans une autre école. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à connaître Dieu, du coup. Et qu'il y avait des trucs que je faisais plus. Donc, j'allais plus en boîte, ça m'intéressait plus forcément non plus. Et c'est parce qu'à ce moment-là, je suis avec un garçon. Et c'était un garçon très ancré dans sa vie avec la foi et tout. Et par exemple, je disais oui, moi de toute façon, si je vais en boîte et tout, je vais avec mon gars et tout. Et il me disait non, enfin non. Ouais, il te remettait. Oui, voilà. Mais il faisait ça avec amour et tout. Même par exemple, j'étais là avec mes copines, j'aimais trop, enfin je les aime encore. Mais en fait, j'aimais trop mes copines, mais je pense que c'était toxique parce que je me rattachais à elles. Il me disait oui, fais attention à tes copines. Je disais mais non, c'est mes sœurs et tout. Alors que... Enfin oui, c'est mes sœurs, mais bon, on voyait bien que ça allait pas en fait. À ce moment-là, j'étais en dépression et je savais pas. Et c'est ça que je me disais, non. J'essayais vraiment de me trouver. J'ai essayé de me trouver, d'aller à l'église et tout, mais je me trouvais pas encore totalement. Cette dépression, tu l'as vécue à quel âge? Ah mais j'avais 19 ans, je pense, ouais, 19 ans. Et tu ne le savais pas que tu étais en dépression? Non, je savais pas. Je me sentais juste pas bien. J'étais triste. J'économisais, mais à l'excès. Vraiment dans l'excès et tout. Je pouvais aller à l'école. À midi, je ne vais pas manger. Parce que je me disais, oui, si je dépense, ça veut dire que j'aurai moins 2 € sur mon compte. Si j'ai moins 2 € sur mon compte. En fait, c'était vraiment devenu mental. Donc, j'étais là. C'est intéressant l'exemple que tu donnes, je trouve. Tu sais pourquoi? Parce que souvent quand on parle de dépression, voilà, on parle de tristesse, on parle d'être devant un film, de pleurer, alors que finalement, ça ne se manifeste pas vraiment comme ça finalement. Et c'est vrai que cet exemple que tu as donné d'économiser dans l'excès, effectivement, ça peut être, en tout cas, on peut croire qu'effectivement, tu vis une dépression. Et comment ça se passait finalement? Tu rentres, tu es triste, tu ne trouves pas de réconfort dans la famille? Non. Auprès des parents? Je parlais pas non plus, donc ils ne savaient pas. Et vu que j'avais doublé, c'était pas comme si c'était la joie non plus. C'est pas comme si on te calculait, ouais. Donc je travaillais beaucoup, je me rappelle, je travaillais beaucoup. J'étais à fond sur mes études. Parce qu'en fait, j'avais peur de doubler. J'avais vraiment peur de l'échec. Donc du coup, je me donnais à fond. Mais j'étais là, parfois je pleurais. Un jour, j'étais au restaurant avec des copines. Et en un coup, j'ai commencé à pleurer. Il y en a une qui était ancrée dans la foi, donc elle me dit qu'est-ce qu'il y a? Et je lui dis oui. Je sais plus, j'avais dit quoi? J'ai dit, je sais pas pourquoi je pleure, mais je sais que c'est spirituel. Et en fait, il y a personne qui a compris. Les autres, elles me disaient, oui, t'es sûre que tu fais pas de soucis pour ta famille et tout? Je dis, non. Et je commence à pleurer et tout. Et de là, après, j'étais dire à une autre copine, j'ai dit, oui, mais en fait, je comprends pas, j'étais au restaurant, je commence à pleurer. Il y a des jours où je suis là, je suis triste. Et je dormais beaucoup aussi. Donc, je vais travailler, je vais rentrer à la maison, je vais dormir.
Dès que j'ai un moment, en fait, je dors. En fait, le fait de dormir, ça me permet de penser à autre chose. Parce que du coup, quand je me réveille, je pense à la réalité et je me sentais vraiment pas bien. Et donc c'est vraiment comme ça. Et puis après, j'ai commencé à chercher Dieu. Et c'est vrai que petit à petit, enfin, en fait, je suis sortie de cette dépression. Et en sortant de cette dépression, il y a des blessures. J'ai remarqué que j'avais plein de blessures. Les blessures liées un peu à tout, je veux dire, famille. Voilà, Ouais. liées à tout. Et c'est là que le travail a commencé. Un travail long. Et qui est achevé aujourd'hui? Non, pas encore. Non. Et aujourd'hui, t'es qui alors? Je suis Aujourd'hui, tu... Attends, sur ton prénom. C'est vrai. Mais c'est vrai, ma chérie. Dis qui tu es si tu devais te définir différemment, enfin, autrement que par ton prénom. Une jeune femme épanouie, en pleine recherche d'elle-même. Ah, oui. la recherche, la quête n'est pas terminée. Et aujourd'hui, tu as combien de pourcentage de ce que tu es? 50. À 50, donc il reste encore 50%. Et tu mets quoi en place? Qu'est-ce que tu fais pour continuer finalement dans cette construction, dans cette recherche, pardon, de soi? Alors, je me complimente tous les matins. Tous les matins et tout. Je me complimente. Je recherche mon créateur. Oui, tu es très ancrée dans la foi. Oui. Oui. Je dessine. Et j'écris beaucoup. Et je commence à lire des livres. Ok, tu fais vraiment des choses pour t'exprimer, extérioriser, pour continuer à apprendre à te connaître. Et aujourd'hui, comment tu te sens? Est-ce que tu es sortie de toutes ces parties sombres de ta personne? Je suis pas sortie totalement, Oui. mais en grande partie, oui. De ces parties sombres. Parfois, elles reviennent, mais je lutte contre ça. Et je sais qu'un jour, elles n'auront plus cet accès de revenir. Elles n'auront plus non plus cette aisance de se permettre de revenir et de troubler ma prunelle d'âme. Et le regard des autres aujourd'hui? Il est beaucoup moins fort qu'avant. Ouais. Parfois, il est encore là. Et comme par exemple pour les réseaux sociaux, je vais avoir du mal à poster une photo en publication. Genre vraiment, c'est vraiment un combat. Genre me dire oui, j'ai posté cette photo, je vais entre guillemets pas y arriver. Parce que je vais être totalement matrixée par les likes. Par l'image, le regard toujours des autres finalement. Ça reste quelque chose qui est encore un peu présent, tu essayes de... Donc aujourd'hui, finalement, tu n'es pas totalement libérée encore du regard. Non, pas totalement. D'accord. Ok. En tout cas, merci pour ton intervention. Avec plaisir. Vraiment, merci de nous avoir partagé une phase, des phases plutôt assez sombres de ton parcours. Je vais te demander un exercice, si tu veux bien. Alors, je vais te demander un petit exercice. Donc là, tu es face à toi-même. Il est vrai qu'on ne te voit pas, mais toi, tu te vois. Et c'est ça le plus important. Je vais te demander quelques petites choses et je veux vraiment que tu répondes à la personne que tu vas, donc toi-même. Donc, regarde-toi bien dans le blanc des yeux, d'accord? Si tu avais quelques mots à dire à cette personne que tu étais ou que tu es encore peut-être lorsque tu fumes, cette phase un peu sombre de ta personne, qu'est-ce que tu dirais à cette partie de toi? Je dirais qu'elle n'a pas besoin de faire ça, que c'est une femme forte et qu'elle est capable d'accomplir plus de choses qu'elle ne le pense. Pourquoi elle est forte, cette partie sombre? Parce qu'elle se bat pour justement sortir de cette... comment on dit? De cette phase. Oui, voilà, de cette phase. Et que c'est pas évident. Et tu penses que cette partie sombre un jour trouvera la paix? Oui, j'en suis convaincue. J'aimerais que tu parles à celle que tu vois maintenant aujourd'hui, celle qui est à 50%. Qu'est-ce que tu veux lui dire? C'est une femme persévérante, c'est une femme constante, une femme douce, qui va accomplir plein de choses. Et qu'elle doit toujours croire en elle, parce que elle n'est pas née pour rien, si on peut dire ça comme ça.
et qu'elle ne doit pas définir sa valeur aux yeux de la société. Ce que j'aimerais préciser, c'est que l'identité n'est pas une chose figée. Il s'agit d'un processus tout au long de notre vie, selon ce que nous voulons être, selon les situations et les circonstances que nous allons rencontrer dans notre vie. Notre identité va continuer de se forger. Ce n'est pas parce que vous avez un moment de doute ou un moment de faiblesse que ça veut dire que vous ne savez pas qui vous êtes. Je tiens à le préciser. Il peut arriver que malgré que vous puissiez connaître votre identité, vous puissiez encore vous poser des questions. Parce que, évidemment, les tendances changent. Et selon les tendances, on peut se remettre en question et se demander « mais quelle est ma place quant à cette tendance ?» Il existe un psychiatre qui a suivi les traces un peu de Freud, qui s'appelle Erikson. Et en fait, Erikson a développé différents stades, plus précisément 8 stades. Et parmi ces 8 stades, donc du développement psychosocial, il parle également de l'adolescence. Et en fait, il explique que tous les changements que peut rencontrer un adolescent, que ce soit environnemental, que ce soit physique, que ce soit psychologique, et que sais-je encore, ce sont des changements qui vont le préoccuper. Ce sont des changements qui vont faire naître en lui des questions, des questionnements. Il va se poser des questions existentielles. Pourquoi est-ce qu'il est sur la Terre? À quoi est-ce qu'il sert sur la Terre? Que doit-il faire finalement sur la Terre? C'est un peu un stade par lequel nous sommes tous passés à un moment donné. Il se peut aussi que finalement, vous posez la question plus tard. Ce n'est pas impossible. On dit généralement que ce stade dure entre 12 ans et 20 ans. Je tiens quand même à préciser qu'avec l'évolution de la société, on a un peu baissé cette tranche d'âge. On dit qu'elle commence à 10 ans et qu'elle peut aller jusqu'à 25 ans. Jusqu'à 25 ans, on peut continuer de se poser des questions, se demander mais qui suis-je? Avec qui suis-je? Comment suis-je? Et où suis-je? Ici, l'intervenante a parlé de ce qu'elle pouvait faire et plusieurs personnes se sont retrouvées justement dans cette position, se demandant, faisant des choses, par exemple fumant, sortant, buvant, tout en sachant que ce n'était pas leur place. Et en fait, arrive un jour, vous vous demandez, mais qu'est-ce que je fais là? Ou comme je viens de le dire, qui suis-je? Et c'est tout simplement ce qu'on appelle, et si je ne me trompe pas, elle a dit, le déclic. Il n'y a que quand on a le déclic qu'on peut réellement prendre conscience des choses et se poser cette question existentielle, mais de manière très consciencieuse. C'est-à-dire, on se pose cette question-là, mais généralement, on ne cherche pas vraiment de réponse. Mais arrive un jour où on se pose la question et on a besoin d'une réponse. Et on va gratter pour avoir la réponse. Et il y a uniquement, lorsqu'on a la réponse, qu'on peut sortir d'une certaine situation pour devenir la vraie personne que nous sommes. Durant cette période, le seul conseil que je pourrais donner, surtout que ici, elle a parlé de la dépression, le seul conseil que je pourrais donner, c'est que lorsque vous voyez qu'un frère, une sœur, une amie, que sais-je encore, traverse une situation où elle fait des choses, où il fait des choses qui ne lui ressemblent pas, prenez le temps de parler avec la personne pour savoir si elle va bien. Prenez le temps d'écouter la personne pour savoir ce qu'il se passe. Apprenons à moins parler, mais à beaucoup écouter. Apprenons à prendre des nouvelles, savoir comment va notre entourage. Apprenons à passer aussi du temps avec notre entourage. Imaginez tout simplement que cette maman avait été faire du shopping, quelque chose de si banal, ou juste une promenade avec sa fille. Peut-être que sa fille aurait pu lui dire « Maman, regarde, il y a ça dans ma vie, il y a telle nouveauté. » Et sa maman aurait pu lui parler. Et ensuite, j'aimerais demander aussi aux enfants d'être indulgents avec leurs parents, car nous n'avons pas tous le même langage de l'amour. Nous n'avons pas tous la même manière de communiquer. Quelquefois, des choses nous semblent
quelquefois, des choses nous semblent évidentes et pourtant, ça ne l'est pas pour la personne qui est en face de nous. Donc tout ce que j'aimerais dire, c'est que la communication, l'indulgence, la patience, l'écoute, mais je parle vraiment de l'écoute attentive, sont des facteurs très importants. En tout cas, merci beaucoup d'être passé dans cette émission où tu nous as vraiment parlé d'une partie très sombre. Encore une fois, il est vrai qu'on ne te voit pas, mais ton histoire de la vie. Donc merci infiniment de nous avoir partagé une partie de toi. Aujourd'hui, nous avons donc reçu une personne qui a fait le choix de cacher son visage, mais encore une fois son histoire de la vie. Il est vrai que souvent dans notre parcours, on passe par des phases ou par des chemins qui ne sont peut-être pas les nôtres, mais le plus important est de se retrouver. Il est vrai qu'aujourd'hui, notre anonyme est à 50%, mais nous croyons très sincèrement que bientôt elle sera à 100%. Et toi aussi, finalement, tu peux le faire. En réalité, les parties sombres de notre vie sont en vérité un tremplin quelque part pour nous emmener véritablement dans la lumière. Donc c'est ce que nous croyons fortement pour toi et ce que nous croyons fortement pour notre anonyme. Merci beaucoup d'avoir regardé l'épisode d'aujourd'hui. Imaginez-vous que moi j'avais la trentaine, l'âge à laquelle tu dois être un homme, l'âge à laquelle les gens exigent de toi-même que tu te comportes comme un homme. Exactement, oui. Mais je ne savais pas comment le faire.